Deux invités à un plateau, une règle du jeu, pas d'animateur. Ils sont tout seuls devant les caméras. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je suis Olivier Belleval, apiculteur professionnel dans le sud de l'Ardèche, en agriculture biologique. J'exploite 500 ruches en famille, en GAEC. Je suis président du syndicat L'Abeille de la Drôme et de l'Ardèche et tout récemment élu président de l'Union nationale de l'apiculture française. Même question, qui êtes-vous? Je m'appelle Cédric Allot, je suis actuellement chargé de recherche à l'INRA d'Avignon, dans le pôle abeilles, dont l'objectif est d'étudier le déclin des abeilles. Et plus particulièrement, je travaille sur la biologie et la pathologie des abeilles. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. La fin des abeilles, j'espère que ça n'arrivera jamais, parce que ce serait dramatique pour l'humanité. C'est un constat que font les apiculteurs, en tout cas. Maintenant, j'espère qu'on n'arrivera pas jusqu'à la fin de la totalité des abeilles, parce que on a les abeilles mellifères, Apis mellifera, dont nous, on s'occupe, apiculteurs, mais il y a aussi les milliers d'espèces différentes d'abeilles qui disparaissent dans la nature. Je ne sais pas ce que vous pensez du scénario catastrophe, mais ça me semble souhaitable que ça n'arrive pas. J'ai peut-être un petit doute parce que quand même les insectes, à travers l'évolution, ont quand même démontré de grandes capacités d'évolution, d'adaptation. Ça va être peut-être un peu plus difficile pour les abeilles sauvages, notamment certaines espèces d'abeilles qui sont solitaires et qui sont peut-être inféodées à un seul type de plante et qui là vont malheureusement auront tendance à disparaître plus rapidement que les autres abeilles. Alors bon, évidemment, ce serait dramatique pour la biodiversité, mais il faut croiser les doigts aussi pour l'abeille domestique. Oui. Enfin expliquer, on connaît les principales causes, notamment les premières causes, les pesticides, il y a aussi les maladies, et enfin un troisième grand facteur qui est la dégradation des habitats, donc tout ce qui fournit l'alimentation aux abeilles. Donc c'est un peu les trois grands facteurs majeurs. Après, dans le détail, c'est un peu plus difficile de répondre. Un certain nombre d'explications, ça fait longtemps que les apiculteurs les ont. Avant l'apparition de Varroa destructor, l'acarien qui parasite les abeilles, mon père me rapportait que 5% de mortalité hivernale, c'était la règle. Dans les années 80, avec l'arrivée de Varroa destructor sur l'ensemble de l'Europe, puis le reste de la planète, la mortalité a quasiment doublé. On est passé à des moyennes de quasiment 10% de mortalité récurrente tous les hivers. Et aujourd'hui, on a des mortalités qui atteignent les 30% à 35% suivant les zones sur l'ensemble du territoire européen, et on le constate également en France. Mais c'est surtout une vision de l'agriculture qui aujourd'hui est très délétère sur l'abeille en général et sur nos abeilles domestiques en particulier. Oui, effectivement, avec le développement de l'agriculture intensive qui joint l'utilisation de plus en plus importante de pesticides. Alors en ce qui concerne le Varroa destructor, donc cet acarien, il a été constaté que la majeure partie des mortalités sont dans l'hémisphère nord du globe, alors que l'hémisphère sud semble un peu plus épargné. Il semble que ce acarien soit un fléau majeur, ça on le sait, mais on ne trouve toujours pas vraiment de remède à cela. Oui, 5% de mortalité expliquée par des bactéries, éventuellement des virus qui existaient déjà, le virus de la maladie noire, etc. 5% de plus pour Varroa, on est déjà à 10% de mortalité. Reste 20% d'explications à trouver. Depuis les années 90, 95 en particulier, il y avait le mal français des abeilles qui était décrit en tout cas par nos confrères américains ou d'autres chercheurs dans le monde comme étant le mal français des abeilles. Ce mal français des abeilles a été décrit par les apiculteurs suite à des cultures enrobées de gauchos puis de régents. Et puis aujourd'hui on parle de CCD, Colony Collapse Disorder. C'est un grand mot américain, donc notre mal français est devenu américain par la magie des médias. Simplement en France on continue de le constater et on le constate essentiellement dans les zones de grande culture. Varroa n'affecte pas les 1000 espèces
d'abeilles sauvages également en péril dans la nature, les pesticides, eux, agissent sur l'ensemble des insectes, y compris les abeilles. Oui, tout à fait. De nombreuses études ont montré que les doses environnementales étaient quand même assez sublétales, donc elles n'allaient pas induire de forte mortalité, à moins évidemment d'avoir une forte exposition à côté des abeilles, juste à côté de la ruche. Mais par exemple, nous avons démontré que si on combinait un pesticide donc à des doses sublétales, et qu'on le combinait avec une maladie, les deux allaient avoir des effets synergiques sur la mortalité. Oui, tout à fait. Avant la mise sur le marché des nouvelles gammes de molécules qui sont des molécules neurotoxiques qui sont utilisées en traitement de semences. Les plantes sont traitées systématiquement aujourd'hui, qu'elles soient malades ou pas. Ces produits neurotoxiques n'ont pas le même mode d'action que le DDT, par exemple, qui a été très largement connu avant et qui a fait d'énormes dégâts sur les colonies d'abeilles. Quand il y avait une intoxication au DDT, l'agriculteur utilisait le produit sur ses cultures, il y avait un tapis d'abeilles devant la ruche, on faisait des prélèvements, tout de suite on trouvait le coupable. Aujourd'hui, les plantes sont traitées avec des produits qui agissent sur le système nerveux des abeilles et leur font perdre la mémoire, ce qu'on appelle effet sublétal, qui n'est pas donc létal de la mort, qui ne fait pas mourir l'abeille, mais qui va entraîner une distorsion de son comportement, voire incapacité d'apprentissage, perte de mémoire, désorientation. Donc les colonies se dépeuplent petit à petit et on se retrouve petit à petit avec des ruches qui ne sont plus suffisamment fortes pour passer l'hiver. Que pensez-vous du parallèle qu'on peut faire avec l'effet de la maladie noire? Donc l'abeille consomme du miella, donc un miel chargé de certains sucres qui sont assez grossiers, finissent par endommager l'intestin de l'abeille et créer la présence donc ensuite de maladies, la nausémose. Hein, donc quel parallèle peut-on faire entre ça et l'effet des pesticides dans l'intestin de l'abeille? Effectivement, il peut y avoir des effets synergiques. Alors pour l'instant, on n'en sait rien, ça n'est pas connu, ça n'a pas été encore étudié. Mais il n'y a pas aussi que des combinaisons entre pesticides et maladies pathogènes. Donc par exemple, il y a tout un tas de pesticides dans l'environnement. Et l'abeille, donc, vous allez voir un pesticide numéro 1 dans un champ, un pesticide numéro 2 dans un autre. Et cette alimentation contaminée, elle va la ramener dans un seul spot, dans un seul point, et le concentrer dans la ruche. Et ça va constituer un cocktail un peu très négatif. Donc, oui, les agriculteurs connaissent ça. Oui. Il y a des mélanges qui sont interdits dans la cuve. Ils n'ont pas le droit de mettre certains pesticides, donc certains insecticides avec certains fongicides, par exemple, parce qu'il y a des études qui prouvent que l'effet de l'un plus l'autre est 10 fois plus important que l'effet de l'un et de l'autre à part. Mais l'abeille elle-même, elle va butiner sur toute une zone de 3 km et va rapporter tout ça à la ruche. Voilà, à tel point que même à un moment donné, quand elle apporte des pollens qui sont trop infectés dans la ruche, une étude américaine récemment a montré qu'elles sont capables de, dans certains cas, mettre une pellicule de propolis au-dessus du pollen pain d'abeille, d'encapsuler ce pollen de façon à mettre un peu une alerte par rapport aux autres abeilles. Ne consommez pas ce pollen, il est contaminé. Et à l'analyse, la quantité de produits chimiques dans ce pollen est gravissime. Ce qui se passe, c'est que ce pollen n'est pas consommé, sauf en période de disette. Alors la disette, elle peut être liée à l'agriculture, la monoculture. Une zone qui va être très mellifère à un moment donné se retrouve à être un désert marron, puis un désert vert, puis tout à coup une explosion de fleurs. Mais pendant les périodes de désert vert ou de désert marron, les abeilles ont besoin de manger leurs réserves. Et si une partie des réserves est contaminée, elles peuvent avoir un effet retard. La contamination n'est pas forcément systématiquement au moment où les abeilles butinent sur les plantes. Et il y a un effet retard parfois constaté de colonies d'abeilles qui vont se retrouver à évacuer des bébés d'abeilles, des larves d'abeilles sont évacuées de la ruche. Donc derrière, on peut avoir des mortalités qui se constatent pas instantanément, comme c'était le cas sur les anciens types de produits qui aujourd'hui, pour la plupart d'ailleurs, se retrouvent sortis du marché. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une grosse difficulté à mettre le coupable en face de la mortalité des abeilles. Alors, la mortalité, elle est multiple, mais c'est surtout quel type d'agriculture impacte directement l'abeille. L'agriculture biologique, les agriculteurs qui travaillent dans des zones très, très variées, sur le sud Ardèche, sur la Drôme, voire des zones complètement sauvages, on ne constate pas du tout de phénomène de disparition massive d'abeilles. Les seuls problèmes qu'on a sur place, ce sont éventuellement des problèmes de varroa. On a des problèmes de varroa. Quand un apiculteur va mal avoir traité ses ruches dans un rayon autour, un
un ensemble d'apiculteurs se retrouvent à avoir la maladie qui s'est propagée. On peut avoir des problèmes de sécheresse, particulièrement frappants certaines années. Donc ces problèmes-là, ils existent partout, et ils s'ajoutent aux problèmes des pesticides dans les zones de grande culture. Oui, effectivement. Donc voilà, donc ce problème de nutrition est vraiment un facteur majeur. Notamment, donc, il y a eu une enquête auprès des apiculteurs aux États-Unis qui leur demandait, d'après vous, quel était le principal facteur de mortalité d'abeilles. Une des premières causes citées, c'était la malnutrition. Et donc, oui, effectivement, quand on voit l'abeille aller butiner, elle se retrouve face à des monocultures à perte de vue, un seul type de pollen. Donc c'est pour ça, nous, à l'INRA, on a essayé de tester ça. Est-ce qu'une abeille qui était nourrie avec un seul pollen, donc le pollen, il faut rappeler que c'est donc la source majeure de protéines, oui, tout à fait. Il contient aussi des lipides. Donc l'abeille va trouver dans le nectar, va trouver des sucres. Les sucres, ça va être un peu son gasoil, en fait, ce qui va permettre de voler. Et par contre, le pollen, c'est ce qui va le permettre, donc il va améliorer sa santé, sa physiologie, sa longévité, sa défense immunitaire. Une alimentation polyflorale, donc un mélange de différents pollens, va avoir un effet bénéfique sur la santé de l'abeille, sur son immunité, par rapport à une alimentation monoflorale. Oui, donc ce que vous dites, c'est que cette étude américaine donnait comme seule raison de la mortalité des abeilles la pauvreté en alimentation. Alors voilà, ça c'était une enquête. L'étude, c'est nous qui l'avons faite à l'INRA, mais l'enquête, oui, a cité la malnutrition comme un des principaux facteurs, cité par les apiculteurs eux-mêmes. Mais il y avait aussi d'autres facteurs, notamment un affaiblissement des reines. Alors, par exemple, dans le passé, les reines allaient vivre 4-5 ans, et maintenant, les apiculteurs sont obligés de les remplacer au bout de 2 ans. Parce que nous ce qu'on constate, en tout cas en France, sur le terrain, c'est clairement dans les zones d'agriculture intensive, donc on a tous les facteurs combinés, et c'est là où il y a les pires cas de mortalité, où on a jusqu'à 50% de mortalité sur certains secteurs. Et dans les zones préservées, de biodiversité remarquable, où l'alimentation est meilleure, où il n'y a pas les pesticides, etc., on a des mortalités qui sont réduites à 5-10% régulièrement tous les hivers. Moi, j'ai eu vent également d'une étude faite aux États-Unis, où on nous rapportait qu'il y avait une difficulté à savoir l'effet des plantes génétiquement modifiées sur les abeilles, parce que le témoin neutre, celui dans lequel il n'y avait ni OGM ni pesticides, était difficile à trouver. Et de plus en plus, maintenant, les plantes génétiquement modifiées qui sont résistantes aux herbicides, par exemple, elles vont être à la fois résistantes à un herbicide, et donc on va pulvériser de l'herbicide dessus, et en même temps enrobées d'une substance insecticide. Hein, donc elles ont la double capacité de ne plus avoir de biodiversité autour, puisque on va avoir un grand champ où il ne va plus y avoir un seul coquelicot, par exemple, hein, une plante qui peut avoir un petit intérêt pour l'abeille, et en même temps, donc plus de biodiversité, plus de nourriture pour les abeilles, et en même temps, une plante qui peut s'avérer être toxique pour l'abeille si par hasard l'abeille va dessus. En ce qui concerne les plantes génétiquement modifiées, c'est peut-être un problème actuel aux États-Unis. Alors, même si pour l'instant, aucune étude n'a vraiment démontré un impact négatif. Et qui n'a pas vraiment démontré... d'études qui montrent qu'il y a quand même une baisse du nombre d'insectes pollinisateurs sur les parcelles qui sont génétiquement modifiées. Oui, maintenant, il n'y a pas l'étude directe qui fait que l'abeille est tuée par la plante génétiquement modifiée, mais il y a une baisse de population. Que d'un seul pollen aussi, je ne sais pas aussi. Voilà, après... alors voilà, et en Europe, est-ce que ça va être un problème si ces plantes sont acceptées Alors, le problème tel que rapporté par le président de la Fédération argentine, hein, donc l'Argentine, c'est une des zones où il y a le plus, juste derrière les États-Unis, hein, le plus de plantes génétiquement modifiées. Hein, donc, en 2009, nous a présenté les effets pour lui sur l'abeille. L'effet principal, c'est la perte de biodiversité. Parce que sur des zones de plus de 400 km de rayon, on va avoir une seule culture, du soja, OGM, qui lui est largement arrosé avec un désherbant chimique. Et donc, on a tué toute la biodiversité possible sur ces zones-là. Les abeilles ne peuvent plus rien manger. Hein, donc, en gros, l'apiculture devient complètement impossible dans les zones d'agriculture intensive génétiquement modifiées. Donc, si c'est cette agriculture-là qu'on veut en France, ça posera clairement un problème pour l'apiculture française. Bon, il y a urgence, c'est clair, pour les abeilles.
les mortalités massives que l'on constate nous poussent à augmenter la recherche sur les pathologies des abeilles, sur des nouvelles techniques ou produits pour traiter varroa destructor. Un plan également pour protéger les abeilles et les ruches dans les zones infestées par le frelon asiatique, Vespa velutina, mais surtout une décision qui est peut-être difficile à prendre au niveau du ministère de l'Agriculture, mais le bannissement de certaines molécules dans les cultures verrait réapparaître des belles colonies d'abeilles, comme c'est le cas par exemple en Italie. Nos collègues apiculteurs italiens nous rapportent que depuis l'interdiction de certaines gammes de produits néonicotinoïdes dans les cultures, ils retrouvent les colonies qu'ils avaient avant la mise sur le marché de ces produits. Donc, des solutions simples, elles existent. Elles sont difficiles à prendre par rapport à une pression que mettent certains agriculteurs qui ont une vision intensive de l'agriculture, poussés à toujours plus d'investissements dans des matériels très chers, avec des exploitations immenses, se retrouvent dans une situation où si on leur demande de modifier leurs pratiques agricoles, ils vont encore demander à nouveau qu'on ouvre le robinet des financements publics pour encore augmenter l'argent qui est versé par la PAC pour les céréaliers, etc. Pour moi, la décision, elle est simple à prendre. C'est l'interdiction de toute une série de produits que les apiculteurs incriminent depuis des années. Donc, oui, effectivement, il faudrait essayer d'interdire ces produits, mais le problème, c'est qu'après, il y en a d'autres qui vont les remplacer. Donc, est-ce que c'est l'interdiction d'un produit qui va résoudre le problème? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être la limitation avec parcimonie. Si les pesticides à la base ont été utilisés, c'est qu'ils avaient un effet bénéfique pour les plantes, pour les cultures, pour l'alimentation humaine. Sans pesticides, je ne suis pas sûr qu'on puisse nourrir la population. Ça, il y a un débat par rapport à l'agriculture biologique, voilà, qui est capable de nourrir la population à condition de changer de méthode. C'est oui. Pas au lieu de traiter une parcelle de maïs a priori. C'est comme les antibiotiques. On prend des antibiotiques en systématique a priori. Traiter les plantes a priori, c'est le mode de traitement de semences. Ça veut dire que la plante, elle va être traitée, qu'elle soit malade ou pas. Quel est le prédateur ou pas. Oui, ils font de la prévention, mais... du préventif, alors qu'on n'est même pas sûr que le ravageur soit là, alors qu'il y a des techniques qui permettent simplement, en rotation de culture par exemple, ne pas faire maïs sur maïs tous les ans et ne pas être en monoculture systématique, des plus petites structures, des aides à la conversion de très grosses structures en structures plus petites, ça remet du monde au travail. On pourrait très bien aujourd'hui dire, dans 3-5 ans, la France pourrait très bien avoir 500 000 personnes qui travaillent en plus dans l'agriculture. Au niveau de ces pesticides, oui, c'est sûr, il faut repenser l'agriculture moderne. Bon, évidemment, il faudrait que ça se fasse peut-être de concert avec les apiculteurs, mais là, ça va être assez difficile. Mais déjà, au niveau européen, on parle carrément de l'autorisation des molécules. La molécule étant le principe actif du produit qui va être après mis sur le marché en France. En faisant des tests un peu plus avancés sur les effets sublétaux, les effets d'affaiblissement de l'ensemble de la colonie, pas des effets juste de mortalité des abeilles instantanés, mais des effets sublétaux, ou des effets de mortalité à 48 à 72 heures, on peut se retrouver dans une situation progressivement où la liste des produits qui sont utilisés dans nos cultures deviennent moins dangereux pour les abeilles. Un meilleur passage au crible, à la fois des molécules au niveau européen et des produits au niveau français, nous permettrait d'alléger la difficulté de décharger un peu la mule au niveau des abeilles. Au niveau européen, par exemple, il y a un programme qui s'appelle Colos et qui a pour objectif de standardiser entre les pays les méthodes d'analyse d'effets de pesticides, par exemple. Différents labos font différents tests et souvent il y a des incohérences parce que il a testé l'effet de pesticides chez les abeilles qui avaient tel âge. Alors, selon l'âge, la sensibilité varie. Donc voilà, il y a vraiment un besoin pour standardiser tout ça. Standardiser les procédures. Hein, voilà. Actuellement, on est en pleine refonte de la législation européenne. Et au niveau européen, des négociations sont en cours pour permettre justement une standardisation européenne. Ça, c'est un point plutôt positif.
On a le Parlement européen qui, dernièrement, a pris des positions en faveur de la défense de l'abeille. Notamment, l'ANSES a été désigné comme le laboratoire de référence. Et le laboratoire ANSES a été désigné comme laboratoire européen de référence par rapport aux abeilles. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour nous, apiculteurs français, parce que quand on voit certains avis qui ont été émis par l'AFSA sur le Cruiser en particulier, on tombe un peu de notre chaise. On s'est même demandé comment on pouvait dire en conclusion qu'on peut utiliser le produit quand on met toutes les restrictions en amont, en fait, pour l'abeille. À un moment donné, il faut être un peu cohérent. L'objectif, ça aurait été de dire, bon, carrément, ce produit, il ne faut pas l'utiliser. Aujourd'hui, l'ANSES, en tant que laboratoire européen, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où nous, apiculteurs français, on va pouvoir éventuellement entrer en interaction avec le laboratoire national et essayer d'influer sur des décisions qui seront prises au niveau européen. Mais au niveau de l'analyse sur les pesticides, le niveau de tests qui vont être faits, la concentration. On va prendre un paquet d'abeilles, on le passe dans une machine et si la sensibilité de la machine est réglée à un certain niveau, on ne va rien trouver. Si on la règle un tout petit peu plus bas, on va trouver des concentrations qui sont des concentrations mortelles pour l'abeille. Et ça, nous, on espère que l'harmonisation va se faire dans le bon sens, dans le sens du mieux-disant. Les tests qui ont été élaborés par l'INRA ont permis de belles avancées, en particulier dans le dossier du gaucho, où, grâce à l'affinement des méthodes d'analyse sur le nectar en particulier, on a réussi à retrouver des traces de gaucho. Alors après, voilà, il y a tous les pesticides qui sont issus de l'agriculture. Est-ce que la solution ne serait pas de développer un système de lutte biologique? Absolument. Notamment aussi à travers de la sélection d'abeilles, notamment par exemple résistantes à des maladies. Notamment, il existe quelques populations d'abeilles qui sont résistantes naturellement, donc sans traitement, au varroa. Là, il y a un problème par contre, parce que si on appauvrit la diversité génétique des abeilles... Voilà, donc il y a le pour et le contre. On aurait pu laisser faire la nature. Par rapport à Varroa, quand il est arrivé sur le territoire, on aurait très bien pu laisser le blanc se passer, plus la nature s'auto-équilibre, et seules les espèces résistantes, mais il aurait fallu avoir une multitude de foyers d'espèces résistantes pour pouvoir conserver une diversité génétique. Parce que sinon, après, on se retrouve face à une difficulté qui est que il y a une trop grande pauvreté génétique dans les lignées d'abeilles, on peut se retrouver avec d'autres problèmes de faiblesse par rapport à d'autres pathogènes qui aujourd'hui ne sont pas encore présents dans les ruches ou pas encore détectés dans les ruches, mais qui peuvent être encore bien plus graves que la résistance à Varroa. Donc moi je crois plutôt à la mise en place de nouveaux produits autorisés en bio, par exemple, des produits naturels, des essences de plantes. Il y a des recherches qui sont assez prometteuses dans ce domaine. Elles ne sont pas encore abouties, elles nécessitent de continuer à faire des études et en labo et sur le terrain. Et je crois qu'il y a des fonds qui ont été débloqués très récemment dans ce domaine. La lutte contre Varroa, c'est un problème important pour l'apiculture. Voilà. Mais l'abeille aussi possède une flore intestinale, par exemple des bactéries. Donc comme chez l'homme, on a une flore intestinale. L'abeille aussi a une flore intestinale. Et des études ont montré que c'est par exemple une bactérie appelée le lactobacillus, qui est une bactérie bénéfique chez l'homme et chez l'abeille aussi. Et cette bactérie permet de tuer d'autres bactéries néfastes. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers cette tendance d'utiliser ces probiotiques naturels? Absolument. Moi, je suis très favorable à l'utilisation de produits qui sont issus de la ruche plutôt que de remettre des antibiotiques dans la ruche, comme certains apiculteurs au niveau européen nous poussent un peu du pied à dire ce serait bien qu'on ait à nouveau le droit d'utiliser des antibiotiques dans la ruche. Ça, pour moi, c'est une folie. Il faut pas... c'est que ça, on va se retrouver dans le miel. Voilà, et là, absolument. Et risquer de contaminer nos miels avec des antibiotiques, c'est une folie. Alors, vivre sans les abeilles, est-ce possible? Oui, je pense. Enfin, du moins... Vivre ou survivre? Oui, voilà. Parce qu'après, à un moment donné, de la vie, on passe à la survie. La vie équilibrée, naturelle, normale. Voilà, la vie en tant que telle, voilà, serait impossible. Non, ça c'est clair. D'accord, vous me rassurez, parce qu'à un instant, j'ai cru que... Comme nous avons actuellement, non, ne sera pas possible, évidemment, dû au rôle majeur de l'abeille dans l'alimentation humaine. Notamment, il y a des chiffres qui ont été révélés par la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Et donc un chiffre assez frappant, si je me souviens bien, c'était que sur les 100 espèces de plantes qui fournissent 90% de l'alimentation pour l'homme, 70 ou 71 sont pollinisés dépendent des abeilles. Donc, oui, la survie d'un grand nombre de plantes, des plantes dont le grand public ne suspecte même pas l'intérêt de l'abeille, des fruits à coque, les noix, les amandes. Bon, les amandes, ça commence à se savoir un peu grâce aux différents documentaires qui ont été... ne peuvent pas se développer. Il ne peut y avoir pas de fruits sans les abeilles. Il y a 80% de la production du kiwi directement qui est impactée par l'abeille, la fraise, les concombres, les oignons, les tomates. Donc, en fait, imaginons un repas sans l'abeille. Il nous reste quoi? Des céréales? Des céréales, des pommes de terre. Voilà. Voilà, non. Donc, on est plutôt dans la survie. L'homme est capable de survivre dans des conditions extrêmes, sur les pôles, dans une capsule en orbite, dans des conditions techniquement très très coûteuses de survie en fait. La disparition des abeilles, ça entraînerait la disparition des fleurs, et la disparition des fleurs, la disparition d'un grand nombre de fruits. Ah oui, de nombreux écosystèmes, et pas que les plantes cultivées, la biodiversité, les nombreux écosystèmes naturels auront tendance vont être bouleversés. Ça, c'est clair. Serait bouleversé. N'espérons pas que ça se passe un jour. Parce qu'il n'y a pas que l'abeille qui pollinise. Elle est à l'origine de la plus grosse partie de la pollinisation. Je crois que pour la France, tout à l'heure vous parliez de chiffres, l'impact direct économique de l'abeille en pollinisation a été chiffré à 2 milliards d'euros par an. Et ça, sans parler de l'impact sur la nature et sur la biodiversité, ni l'impact sur les semences. Clairement, si on veut avoir des abeilles qui se portent bien. De ce fait, aussi avoir dans nos assiettes une alimentation riche et variée, pour nous. Donc il faut avoir, pareil, une agriculture riche et variée. Je crois qu'il faut essayer de penser un peu comme une abeille, prendre un rayon de 3 km, voler sur des portails, regarder un peu ce qu'on voit comme taille de parcelle, etc. Et se dire, bon ben voilà, cette zone-là, je serais abeille, j'aurais pas envie d'y vivre. Telle autre zone, ça semble beaucoup plus favorable. Donc la richesse de notre alimentation est liée à la diversité de l'agriculture. Et donc, ce service de pollinisation est très important. Notamment, on observe une augmentation des cultures, des plantes pour la consommation humaine. Une augmentation de ces cultures qui sont dépendantes des abeilles. Or, de l'autre côté, on a une diminution des populations d'abeilles. Donc, il y a un manque au niveau du service de pollinisation qui est fourni donc, par ces abeilles. Donc une demande croissante de pollinisation d'un côté et de l'autre côté une diminution. Donc ça c'est là où se situe un peu le problème. Oui, alors moi je voudrais pas qu'on en arrive à la folie américaine où le miel devient un sous-produit. Où clairement l'abeille n'est plus considérée que comme insecte pollinisateur, partie sexuée de la plante en fait, cette partie qui va permettre de transporter le pollen d'une fleur à une autre. C'est la contribution majeure de l'abeille pour l'humanité. C'est quand même... Oui, c'est son rôle. C'est un rôle très important pour la survie de l'humanité, c'est clair. Mais l'apiculture ne se résout pas à un service pour le reste de l'agriculture. Oui, après, il y a tout un tas de déplacer des trains entiers sur un continent, des trains entiers d'abeilles à la floraison des amandiers pour fournir la pollinisation des amandiers en Californie, qui produisent 80% de la quantité d'amandes disponibles dans le monde, et ensuite que les abeilles soient encore vivantes ou mortes à la fin, on n'en a plus rien à faire, puisque de toute façon, la colonie a été payée par les agriculteurs. À un moment donné, l'économie est capable de créer des déséquilibres encore pires, parce que l'abeille se retrouvant sur des millions d'hectares d'amandiers va se retrouver en pauvreté d'alimentation. Pour peu qu'en plus à côté il y ait des usages de pesticides, on se retrouve avec des colonies toutes petites en fin de pollinisation. Donc pour moi, la vraie richesse de l'apiculture, c'est le maillage gratuit par l'ensemble des apiculteurs. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté entre 1995 et aujourd'hui, c'est une disparition très importante des petits apiculteurs qui font un service gratuit. L'ensemble des petits apiculteurs qui maillent le territoire français
ils ne se font pas payer pour le service de leurs abeilles. Et or, tous les ans, ils entretiennent leur ruche, ils prélèvent un peu de miel dedans, etc. Et c'est des amoureux, des passionnés de la nature qui par passion, entretiennent leur ruche. Mais ceux-là, c'est eux qui sont le plus impactés. 15 000 apiculteurs en moins en 10 ans. Et c'est 15 000 petits apiculteurs. On constate aujourd'hui une transformation de l'apiculture en France, de petits apiculteurs de loisirs, de plus en plus, grossissement du nombre de ruches, parce que les apiculteurs perdant année après année des ruches, ils sont obligés aussi d'avoir de plus en plus de ruches pour survivre, simplement pour faire vivre leur exploitation. Mais moi je crois que il faut essayer simplement de se dire l'avenir de l'abeille, c'est pas multiplier les abeilles, multiplier, et puis se dire peu importe ce qui se passe dans l'environnement, c'est essayer de trouver les raisons environnementales qui sont à l'origine du déclin des abeilles et jouer sur ces raisons environnementales. Celles sur lesquelles on peut agir facilement, c'est clairement les pesticides, en particulier sur lesquels on peut, en étant plus sérieux sur la mise sur le marché de certains produits, de mieux filtrer ces produits, avoir un environnement qui soit moins toxique pour l'abeille. Moi, je crois que depuis les années 80, déjà, quand Varroa est arrivé, les apiculteurs n'auraient pas réagi, il n'y aurait plus d'abeilles domestiques. Donc voilà, alors sans abeilles domestiques, oui, évidemment, ça ne sera pas la même chose, mais il y aura quand même toujours peut-être des abeilles sauvages, mais le problème, c'est qu'elles sont aussi en déclin. Donc voilà. Alors parlons d'abeilles avec un grand A. L'abeille insecte pollinisateur, donc les 1000 espèces différentes ou les 20 000 espèces différentes dans le monde, la disparition totale des abeilles dans le monde, ça me semble être un scénario catastrophe impossible, inenvisageable. De toute façon, les hommes vont faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter cette catastrophe. On est face à la plus rapide et plus grave des disparitions d'espèces sur la planète. Le nombre d'espèces le plus important qui est impacté, c'est le nombre d'espèces d'insectes qui disparaissent. Souhaitons que les abeilles ne disparaissent pas, parce que clairement, si l'ensemble des abeilles avait déjà disparu de notre planète, l'humanité serait plus dans une situation de survie. Voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience du public, et nos décideurs politiques eux-mêmes sont à l'écoute de la population, et souhaitons qu'ils prennent les bonnes décisions. Oui. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. À bientôt avec de nouveaux invités, toujours en face à face, pour affronter des points de vue.